financement des PME, une place pour les secours participatifs, de la part de M. Anas Patel. Désolé pour les non francophones, la présentation sera en français et on pourra, pour ceux qui parlent que l'anglais, faire une session de questions-réponses si besoin. Alors, le sujet, effectivement, c'est le financement des PME, une place pour les secours participatifs. Pour rappel, je suis doctorant à Paris 1 Sorbonne, donc à Paris, et je fais ça dans le cadre d'une thèse professionnelle. Je suis dirigeant d'une entreprise qui est une JEI, une jeune entreprise innovante, c'est un statut qui a été délivré par le ministère des Finances en France. On a réalisé un SOCOOC en l'année dernière, premier prototype 2011 et mission en 2012, un SOCOOC spécialement PME, pour prouver que les SOCOOC justement ne sont pas réalisés pour les grandes entreprises. Et ce projet a été reconnu par Harvard, qui nous avait sélectionné pour faire une présentation l'année dernière au 10e forum. Alors, la problématique, on est vraiment dans le cadre d'un papier de recherche, donc beaucoup moins descriptif, mais un peu analytique, et surtout en fonction des différentes théories et des concepts qui s'appliquent. Donc deux grandes problématiques, c'est en tant qu'entrepreneur, en tant que PME, comment je me finance entre les différents outils, entre les différents instruments, que ce soit de capital ou de dette, et du côté on va dire, du financier, de l'investisseur, comment je partage le risque. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de se passer dans le contexte finance islamique. Qui dit finance islamique dit dette non rémunérée par l'intérêt. Donc il y a bien un côté de partage de risque. Et là, on va mettre en relief entre ce que demandent généralement les banques conventionnelles, la prise de garantie par rapport à la rémunération en partage de risque sur la rentabilité. Et tout de suite, on se situe donc dans un cadre un peu informationnel, l'asymétrie d'information, les problèmes d'information que peuvent cacher ex ante les demandeurs de financement ou post ou anti-sélection une fois que, en termes justement de signaux qui ne sont pas donnés aux investisseurs. Donc d'un côté, la théorie sur la structure de financement va nous guider pour la partie optimisation des instruments de financement, structure de capital, et de l'autre côté, sur la théorie des mécanismes de partage de risque, partage de profit, qui sont moins connus en finance conventionnelle, bien que c'est très vrai en tout ce qui est private equity, tout ce qui est investissement en capital risque. Donc on va essayer de comprendre les différents déterminants, les différentes logiques qui s'appliquent à ça. Une fois qu'on a vu ça, on va essayer de passer à un stade un peu plus pratique, avec justement quels sont les éléments qui permettent de faire des choix de financement, des arbitrages entre le coût de la dette, le coût des fonds propres par rapport à des contreparties, sur la prise de garantie, sur la diffusion du capital, sur le risque de faillite, etc. Et de l'autre côté, c'est des instruments participatifs. Qu'est-ce que ça demande? Comment je peux utiliser ce genre de contrat? Parce qu'il y a bien sûr le côté actif sous-jacent. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé ce prototype. Prototype, encore une fois, qui était à une petite échelle. C'était un vrai SOCOOC qui est mis en France. C'était un programme de 5 millions d'euros, dont la première tranche était de 500 000 euros. Et ce qui nous demande donc de regarder un peu plus au niveau du contrat, comment on va élaborer les clauses du contrat pour que d'une part, ça optimise le financement pour la PME, mais en même temps, ça sécurise pour l'investisseur. Et donc c'est un peu l'équilibre qu'on essaie de chercher entre l'asymétrie d'information et les coûts de transaction. Alors, rapidement, j'ai normalement 15 slides dans 15 minutes. Le cadre théorique qui nous est proposé, c'est un peu un croisement entre tout ce qui est finance relationnelle, transactionnelle et participative. Donc la finance relationnelle, ce qui est la plus connue, c'est effectivement la relation créancier-débiteur, banque et client, où la relation de proximité permet d'avoir une allocation qui permet de réduire le risque. Et généralement, les banques utilisent des modèles de scoring, de garantie pour justement répondre aux problèmes de l'aléa moral.
En ce qui concerne la finance transactionnelle, on est davantage dans, donc c'est sans intermédiaire, c'est directement sur les marchés, entre ceux qui ont les capitaux et ceux qui en ont besoin, activités d'investissement, de gestion de portefeuille, gestion collective, etc., où on fait généralement aussi appel à des techniques de syndication, de titrisation, les ABS, les Asset-Backed Securities. Et généralement, on a un modèle qui est reconnu aujourd'hui, qui est reconnu et qui a fait aussi quand même quelques dégâts. C'est le modèle Originate to Distribute. Donc, j'origine, je crois des crédits, je les package pour pouvoir me refinancer. C'est ce qui s'applique dans différents domaines, et notamment aussi pour les modèles de banque islamique, et notamment les fenêtres islamiques. Alors, l'autre alternative qui est intéressante aussi à voir, bien que ce ne soit pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est tout ce qui est la finance participative, donc les alternatives en participation, le capital risque, les modèles hybrides d'adossement des actifs, un modèle peer-to-peer qui donne aujourd'hui quelque chose qui est à la mode, qui est en train de se structurer, qui est en train de se développer. C'est tout ce qu'on appelle crowdfunding, donc la finance participative. Alors rapidement sur finalement quand on parle de tout ça, on essaie bien sûr d'essayer de voir quel est un peu notre fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est l'innovation, mais l'innovation bien sûr par rapport à ce qui est possible dans l'éthique musulmane, et notamment le soukouk. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un soukouk tel qu'on le prend, copie-coller et on fait, et qu'on voit la plupart des grandes sociétés qui aujourd'hui prennent des cabinets d'avocats et qui vous pondent des prospectus de 300 pages. Pour nous, c'était de se dire, on part de zéro et on essaie de faire vraiment quelque chose d'innovant, adapté à la PME. Et au lieu d'avoir 300 pages, le défi, c'est de réduire à 30 pages. C'est ce qu'on a réussi d'ailleurs à faire. Et le principe qui sous-tend à ça, c'est effectivement, il n'y a pas de rémunération ex ante, garantie, fixe, etc. C'est la participation dans un projet réel ayant une activité productive qui permet donc de générer la rémunération en lien avec le risque, soit le risque de la propriété, soit le risque du partage. L'arrêt corollaire, c'est que la rémunération périodique, on peut reprendre la terminologie des titres obligataires sur le coupon, bien que c'est bien une rémunération périodique, en Ijara ce serait du loyer, en Musharaka, Mudaraba ce serait du partage de profit, et le remboursement du capital, donc le principal, sont entièrement indexés sur la profitabilité des actifs sous-jacents. Donc, et là, on voit qu'on est en train de switcher un peu plus vers le private equity, où on dit cette indexation. Alors, il y a quand même cette idée de sécuriser le montage et de pas être totalement en risque sur le capital comme dans le private equity, mais elle est indexée. Donc, s'il n'y a pas de rémunération, enfin, s'il n'y a pas de profitabilité, il n'y a pas de rémunération des porteurs de titres. Et là, on voit bien la différence, un clivage entre les titres, les actions, qui donnent déjà en contrepartie d'un droit de capital qui nous permet de percevoir des dividendes, des plus-values grâce à l'action qu'on détient. Et généralement, effectivement, dans ce cadre des PME, plutôt pour les startups et les private equity. À l'opposé, on a les titres purement obligataires qui représentent seulement des droits d'une créance. Et donc, on tombe dans la problématique de riba, de l'intérêt qui n'est pas possible. Et généralement, c'est effectivement avec un risque de crédit garanti, scoré, etc. Donc, on se situe entre les deux et on se dit, est-ce qu'en contrepartie des droits sur un actif réel, qui nous permettrait de percevoir une quote-part des profits générés par ces projets, est-ce que justement ça a un sens et est-ce que ça peut être adapté pour la PME? Et là, on est vraiment dans effectivement un titre participatif. D'ailleurs, on verra que c'est aussi un contrat normé dans différentes législations. Alors, ça c'est juste un rappel, c'est qu'en France, il y a eu beaucoup de travail depuis la volonté de Christine Lagarde en 2007 de réfléchir à ce genre de choses. J'ai eu l'occasion de participer à la commission finance islamique de Paris Europlace dès le départ de 2007 jusqu'à 2010, où les premières instructions fiscales ont été publiées. Et alors ça, c'est la deuxième mouture. Et ce qui est intéressant, c'est que même la législation française donc, reprend la définition que les secours d'investissement sont des types financiers hybrides négociables. Donc on a inscrit, déjà c'est un titre, c'est pas une obligation ou autre chose, c'est un titre financier, donc ça donne plus de souplesse. Elle est hybride. Hybride pour bien montrer que justement, elle est entre une action et une obligation, et négociable, bien sûr, c'est la caractéristique qu'on attend des secours. Et on dit bien que la rémunération et le cas échéant, le principal, sont indexés sur la performance.
Donc c'est quand même assez fort d'un législateur de pouvoir dire immédiatement que même si le sukuk va rester dans la famille du fixed income, donc des titres de dette, on pourra indexer entièrement aussi bien la rémunération que le principal sur la performance dans plusieurs actifs détenus directement. Et le porteur bénéficie d'un droit assimilé à un droit de copropriété. Donc ça aussi, c'est une formule très souple qui permet d'encadrer les différentes formes, on verra, de sukuk asset-based ou asset-backed. Le traitement fiscal, je vous en fais part, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a quand même, pour que ça ne soit pas considéré ou requalifié en action, en titre de capital, le législateur a demandé à ce qu'il y ait une cible de rémunération, donc un taux de profit espéré, et qu'elle soit plafonnée. Elle soit plafonnée par rapport à des pratiques de marché. Et là, on peut regarder par rapport à tout ce qui est, les obligations à haut rendement. Et ensuite, il y a la doctrine de l'AMF qui accepte tout ça, toutes ces règles du jeu, en disant bien sûr que l'AMF n'a pas de droit de regard sur la conformité des charia. C'est une affaire entre les investisseurs et les émetteurs. Alors rapidement sur le marché, ce qu'on peut essayer de voir, c'est que, et ça c'est un sondage qu'a mené Thomson Reuters Zawiya, publié l'année dernière, qui montre que, et c'est intéressant parce que ça montre l'opposition entre les attentes du buy side et sell side. Donc buy side c'est les investisseurs et sell side c'est les émetteurs, en montrant qu'il y a quand même un décalage entre ce que souhaitent les émetteurs et les investisseurs. C'est un peu peut-être aussi un signal que les investisseurs, eux, ils recherchent quelque chose qui soit un peu plus authentique, plus en risque, en vrai partage de risque, alors que les émetteurs préfèrent des contrats à rendement fixe, la simplicité, et c'est là où on voit que ça ressemble un peu plus à des titres obligataires. D'ailleurs, c'est un peu la problématique qui s'est posée, et la fatwa qui avait remis en cause près de 80% des sukuk en 2008 par la fatwa de Cheikh Taqi Osmani, repris par la OUF. Alors, le cadre d'analyse dans lequel on se situe par rapport à ces déterminants dans les contrats participatifs, finalement, c'est la grande question, c'est existe-t-il un optimum de financement et de ratio de partage des profits? L'optimum de financement, la littérature classique nous donne déjà des réponses, et on verra, c'est effectivement par tout ce qui est la théorie du trading of theory ou pecking order theory, en fonction des risques et des coûts, et notamment la fiscalité joue un grand rôle. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'optimum de financement et le ratio de partage de profit, peut-être même un optimum de financement lié à un ratio de partage de profit. On n'a pas le temps de regarder en détail, mais en gros, les différents types de contrats, selon qu'on est en capital risque, finalement le PSR, le Profit Sharing Ratio, il est à 100% des risques pour 100% des valeurs. Je prends tous les risques, mais je prends toutes les valeurs. À l'opposé, le contrat de prêt bancaire, c'est je ne prends plus de risque une fois que le financement est fait. Je prends un risque de sélection en amont, mais une fois que le contrat est fait, je ne prends plus de risque, je suis garanti. Mais je prends toute la valeur. C'est bien le problème de l'intérêt qui est un peu injustifié, qui pose ce problème d'éthique. Les contrats de solidarité, finalement, on n'est pas du tout dans le profit, on est plutôt dans l'entraide, dans la solidarité. Donc il n'y a pas de prise de risque, pas de prise de valeur. Enfin, il y a une prise de risque, mais pas de recherche de valeur, pas de profit. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement essayer de concevoir ces contrats de partage sur des valeurs d'actifs, donc cet esprit de Musharaka et Mudaraba, mais vraiment basé sur une cote-part entre travail et capital, essayer de chercher un optimum qui permettrait d'avoir un équilibre entre le risque et la valeur. Et là, la littérature, que ce soit la partie théorique ou empirique, nous donne un certain nombre de réponses. Bon, je ne reviens pas dessus, la neutralité, structure financière, Modigliani et Miller. Ensuite, l'impact de tout ça par rapport au coût d'agence, destinalisation de dette, etc. Jensen et McLean, Stiglitz qui a fait un gros travail, notamment aussi sur le rationnement un peu plus tard. Donc, comme je disais, les arbitrages, trade-off theory ou la hiérarchisation, les pecking order theory. Donc tout ça nous donne un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est de savoir plus dans la littérature islamique comment tout cela a été impacté. Alors, je prendrai juste un ou deux exemples. Par exemple, Presley et Session, en 2002, disait « La Mudaraba permet un levier sur le capital investi tout en jouant un rôle efficace de revelation device ». C'est un instrument qui permet justement de montrer qu'on est
en volonté de partager et un peu comme un signal. En contrepartie de ça, c'est que les contrats d'optimisation de sélection adverse ou de contrats de partage, généralement causent un surplus d'investissement. Donc ils sont moins efficaces en termes d'allocation, et ça on le sait par rapport à la dette qui est généralement considérée comme plus efficace, efficiente en tout cas. En termes maintenant sur la partie des contrats, entre l'intermédiation et la désintermédiation, là aussi je vous passe sur les différentes références qui existent, mais il y a des choses intéressantes, notamment après la crise de 2008, sur la titrisation, qu'est-ce que a permis de faire la titrisation, mais aussi les excès de certains sur la titrisation, et finalement que la titrisation c'est une bonne technique, mais qui a été mal utilisée. Vous avez aussi un économiste du FMI, Jobs, qui parle de justement les transferts de parts de propriété d'actifs éligibles, la réalité de ces transferts dans les SPV. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est de comprendre qu'il y a des modèles hybrides de nature beaucoup moins... À chaque fois qu'on parle d'un sukuk, on parle d'un SPV. Et le SPV, c'est un peu la boîte noire, c'est la boîte magique qui va nous permettre de faire le SPV. Non, le SPV, c'est soit un contrat, le trust, soit une société, soit même une forme juridique qui n'a pas de personnalité morale. Les FCP, par exemple, les fonds communs de placement, sont des formes intéressantes de véhicules d'émission de titres, et notamment titres sukuk. Et ce qui se passe aussi sur les marchés aujourd'hui avec la crise, c'est qu'on voit que les petits émetteurs, donc les petites structures qui n'ont pas la taille critique d'aller directement sur les marchés, d'aller émettre des sukuk des sukuk ou des obligations qui généralement sont minimum de 100 millions, ben, il y a des groupements qui existent, et il y a plusieurs initiatives récentes en France, GIAC, Mikado, etc. Où vous avez jusqu'à 7, 8 entreprises qui se regroupent et qui mettent une seule fois au travers d'un véhicule des émissions. Alors bien sûr, ça reste obligataire, mais la technique est intéressante. Voilà. Je vais accélérer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Finalement, on se dit, voyons ce qui existe justement comme contrat ou comme technique en droit français. Et là, on a un certain nombre de choses qui sont peu connues ou alors utilisées auparavant, mais moins aujourd'hui. C'est les titres participatifs ou subordonnés, code de commerce, les obligations participatives et même les prêts participatifs. Les prêts participatifs, c'est très intéressant parce qu'on est en plein dans cette idée d'indexation en restant sur la nature d'un prêt, d'un titre, et non pas tout de suite d'un véhicule ou d'une société. Et quand on fait appel un peu à l'ingénierie financière, on regarde notamment ce qui se fait dans le private equity, c'est qu'il y a tout un ensemble, un arsenal de différents supports, de différents contrats, de différentes techniques qui sont possibles entre la dette et les fonds propres. Et tout ce qui est les hybrides preferred, les convertible debt, etc. Et quelque part, notre analyse nous mène à essayer de concevoir un produit qui est, alors selon qu'on reste sur un risque de bilan chez les financiers, donc chez l'émetteur, ou un risque hors bilan, qu'on transfère les actifs dans une SPV par exemple, c'est d'essayer de trouver quelque part un contrat qui soit vraiment hybride, qui ait la flexibilité des contrats, des prêts, ou qui peuvent être effectivement totalement désintermédiés, comme le sukuk asset backed, par rapport à ce qui est le sukuk asset based, qui est encore une fois parfois un peu mal utilisé, et qui existe. Il faut par exemple se référer à la législation allemande, le Pfandbrief, ça existe depuis plus de 100 ans, qui sont des covered bonds, donc des obligations sécurisées, adossées. Finalement, ça ressemble beaucoup au sukuk asset based, et on voit que justement la frontière est ténue entre vraiment l'obligation et le sukuk asset based. Bon, on va passer un peu tout ça pour dire que ce qu'on essaie de rechercher dans notre papier, c'est l'optimum justement de financement et du ratio de partage. Et ça, le ratio de partage, le BSR, on peut l'imaginer sous différents modèles, et notamment quand il est participatif, c'est que tout de suite, on est sur des modalités qui sont davantage justement dès le départ liées au risque perçu et à la nature de l'activité. Il y a vraiment une analyse un peu plus sectorielle, un peu plus du sous-jacent à faire, qui nous permet de mieux comprendre effectivement comment ce partage peut se faire. Et là où c'est un peu
une hypothèse aujourd'hui qu'on va tester avec des bases de données, etc., c'est peut-être réfléchir à un partage, à un ratio de partage, pas seulement entre l'émetteur et l'investisseur, mais une troisième partie. Et c'est là un peu ma formation, enfin j'ai eu une expérience d'une quinzaine d'années dans la gestion d'actifs, dans les services financiers, etc., notamment en asset management. Et c'est vrai que l'asset manager joue un rôle souvent important dans la gestion collective, dans les fonds, etc. Et mon idée, c'est de se dire, pourquoi pas introduire, notamment par rapport à ces problèmes d'allocation, donc un modèle d'incitation, il y a un ratio de partage, mais l'incitation qui fait que l'asset manager pourrait être aussi partie prenante de ce ratio de partage et qui va diminuer cette asymétrie d'information pour pouvoir justement exécuter, avoir de la performance le plus rapidement possible. Donc on inclut dans le ratio de partage cette dimension incentive performance, et qui permet de voir s'il y a des impacts sur le timing, sur la rapidité d'exécution de la performance, du business plan, et le ownership, c'est-à-dire d'avoir la pleine propriété des actifs, notamment pour la PME, pour l'émetteur. En conclusion, l'idée ce serait d'essayer de déboucher sur un modèle de sous-coupe PME en gestion collective, donc un FCP, et notamment le Maroc, la loi sur la titrisation consacre le FCPT, on est en plein dedans, qui permet justement de mobiliser aussi bien des actifs réels que des droits sur des actifs. Donc selon des contrats participatifs, on se situe tout de suite sur les modalités de Musharaka, Mudaraba, voire de Wakala et Sisma, plutôt d'asset management et non pas de private equity, pour ne pas tomber sur le risque de requalification en action. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de voir comment l'entrepreneur peut donner ces signaux qui dit que mes actifs et le cash flow, je suis tout à fait ouvert à ce qu'ils soient partagés et avoir aucun flux tant que ma performance, tant que mon travail n'a pas été réalisé. Du côté du financier, c'est de dire j'accepte de prendre le risque de la propriété et donc partager, faire un ratio de partage par rapport à votre besoin. Et tout ça, essayer de modéliser par rapport au risque sur un quantum d'effort mesurable. L'entrepreneur, et là notamment pour le Modarib, il est vraiment dans un effort selon un objectif avec des jalons, etc. Et de l'autre côté, les financiers, un risque sur un quantum financier mesurable selon l'allocation de fonds qu'il fait. Au final, c'est pour arriver à je souhaite me financer et suis prêt à ne pas avoir de propriété in fine. Donc, même si je mobilise des actifs, j'accepte de perdre la propriété de ces actifs. Soit en premier temps, c'est effectivement le transfert dans une SPV, mais même au final, si je n'ai pas réalisé mon travail, et surtout pour les Musharaka et Modaraba en actifs à générer. Souvent, on a des actifs déjà existants, on les met un peu comme une titrisation, mais ce qui est intéressant, notamment pour les PME, c'est d'aller sur de nouveaux projets, et là se dire, je n'aurai pas le bénéfice du projet à terme si je n'ai pas réalisé ma performance, mes objectifs. Et le financier, c'est je suis prêt à partager le risque sur des éléments de propriété ex ante. Donc effectivement, ce que vous proposez de me donner, c'est à moi de gérer ce risque, de le partager, et donc d'arriver à cadre d'une plateforme de financement participatif pour les PME. C'est là où finalement le crowdfunding nous montre que l'alternative par rapport à la bourse est peut-être possible. Finalement, la foule, bon, après c'est d'autres réflexions, mais la foule est parfois plus intelligente que les soi-disant experts, qui d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que même les chimpanzés peuvent être plus performants que des traders ou des gestionnaires. Donc, le modèle du crowdfunding, est-ce qu'il pourrait, avec sa nouvelle transparence, avec la notation sociale, la notation par les pairs, permettrait justement un meilleur alignement d'intérêts? Et donc, notre début de réponse, c'est oui, il y a une place pour le financement des PME par les secours participatifs, qui permettrait d'avoir un meilleur encadrement par l'alignement d'intérêts sur des valeurs, des éléments contractuels. Comme ça, le contrat est clé avec les différentes clauses de partage. La simplification du montage, il faut arrêter d'avoir des prospectus de 300 pages, modèle vraiment lean, simple, et directement des droits sur les actifs sous-jacents. Les implications des gestionnaires, et c'est là la petite nouveauté qu'on veut essayer d'introduire, qui, quelque part, comme Fama le disait, les banques sont un peu certificateurs de la réalité des projets. Là, le gestionnaire, finalement, sera un peu partie prenante et justement
peu comme un garde-fou de l'aliment d'intérêt et de l'exécution de la performance. Merci. Et ça peut être quelque chose d'intéressant pour les Merci. Merci pour cet exposé qui a un aspect réellement extrêmement intéressant parce qu'il allie un petit peu la théorie et la pratique et parce qu'il fait une comparaison en même temps entre le financement classique et le financement conventionnel. Je pense notamment au financement au Sukuk Ijara et le financement du logement social. Ça pourrait jouer un rôle très très important en combinant un peu les Sukuk Ijara et le financement social. Une remarque simplement, c'est que selon la OIFI, seuls les Sukuk Ijara sont reconnus comme légitimes. Bon, on arrête là parce qu'on est sous pression, très sous pression,